Bonjour Denis, Bonjour. merci de m'accueillir. Alors aujourd'hui on est en banlieue parisienne, on est à 70 km de Paris. Un peu plus loin que la banlieue même. Ouais voilà, un peu plus loin, dans un terrain qui est magnifique chez toi. Donc merci de nous accueillir. Comme tu sais, aujourd'hui on va parler du bonheur. On réalise un documentaire qui s'appelle C'est quoi le bonheur pour vous? Et comme je te disais, qui m'amène à faire plus de 100 000 km là autour de la planète. Et donc j'ai envie de te dire, mais c'est quoi le bonheur pour toi? Le bonheur pour moi, c'est quand ma vie exprime qui je suis. Je suis un être unique, comme nous tous. Le seul point commun entre tous les êtres humains, c'est d'être unique. Et je pense qu'on peut dire qu'on est heureux quand notre vie exprime qui on est réellement et non pas des conditionnements ou la vie voulue par quelqu'un d'autre. Et on a la chance de vivre dans une société de liberté aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de contraintes d'ordre politique, dans nos démocraties en tout cas. Il reste beaucoup de conditionnements sociaux, beaucoup de conditionnements familiaux. Quand on arrive à se libérer de ces conditionnements pour vivre une vie qui exprime vraiment qui on est, là, je crois qu'on est heureux. Alors c'est quoi exprimer qui on est? Exprimer qui on est, c'est exprimer l'élan d'un être unique qui a toujours envie de s'éprouver lui-même dans la rencontre avec le réel, dans des rencontres renouvelées, parce que c'est toujours dans le renouvellement qu'on peut expérimenter vraiment qui on est, et non pas dans la répétition. Et c'est un être qui a envie d'exprimer qui il est en créant. Un être unique, c'est un être qui a envie de rencontrer d'autres êtres uniques aussi et de voir se manifester qui ils sont, de partager l'unique. Et donc c'est aussi un être qui est ouvert à l'autre, qui est ouvert dans le désir à l'autre. Donc pour résumer ça, c'est un être unique qui se vit comme tel, c'est un être qui aime et qui crée. On parle quoi d'amour inconditionnel? Ah, bien sûr, par rapport à l'être unique qu'est l'autre, l'accueil est inconditionnel puisqu'on ne sait pas qui est l'autre. Quand on aime vraiment quelqu'un, c'est un être unique qu'on est, c'est-à-dire un mystère, un être qu'on ne connaît pas et qu'on veut connaître. Et si on croit le connaître, si on projette sur lui des attentes, des manques, etc., on le manque forcément. D'accord. Donc ça veut dire que on serait tous uniques, si je te suis bien. Oui, Et mais comment on fait pour découvrir qu'on est quelqu'un d'unique? en se laissant surprendre, C'est-à-dire? en laissant la vie nous surprendre. On fait connaissance avec soi-même chaque fois qu'on est surpris par soi-même. On a développé un moi qui est un moi fait de conditionnement, c'est-à-dire de structures répétitives. Et c'est une bonne chose, c'est nécessaire. Hein. L'être qui ne développe pas ce moi, il est plutôt du côté de la psychose et il souffre. Donc on a besoin d'un moi avec un certain savoir sur soi. Je suis ceci, je suis cela. Ça, c'est une base. Mais si on en reste à cette base, on n'est pas encore enraciné dans qui on est vraiment, dans la vérité de son être. Et sur cette base peut se construire autre chose. C'est-à-dire qu'on peut se laisser surprendre. La vie passe son temps à nous surprendre. Et il y a des moments où on ne sait plus rien de soi et on se laisse surprendre par soi-même, par des ressources qu'on ne connaissait pas, par du nouveau. Ça peut arriver dans la rencontre, dans une rencontre forte avec quelqu'un, dans la rencontre avec une nouvelle activité, dans chaque fois que la vie nous met en mouvement. Elle nous confronte à des ressources qu'on ne connaissait pas. Ça peut arriver aussi dans l'épreuve. L'épreuve est là souvent pour nous rappeler qu'on n'est pas ce qu'on croyait être et qu'on a des ressources qu'on ne connaissait pas. Et souvent, l'épreuve, elle nous paraît insurmontable parce qu'on ne connaît pas encore les ressources qu'elle va mobiliser en nous. Mais quand elle les mobilise, on se rend compte qu'on était autre. Rimbaud le disait très bien dans l'expérience de la création, je est un autre. Et c'est ça l'expérience de la connaissance de soi, c'est se laisser surprendre par soi-même et découvrir qu'on est une source toujours renouvelée, surabondante de créativité et de vie. Ça veut dire quoi? C'est à peu près comme si on devait se challenger en permanence? Oh bah, la vie s'en charge, Ok. mais il s'agit aussi d'identifier tout ce qui en nous est là pour éviter Hmm, le challenge. d'accord. Qu'est-ce qui t'a amené à ce genre de réflexion? Explique-nous un peu ton parcours. À mon parcours, j'ai beaucoup changé dans ma vie. J'étais formaté, j'ai fait des études de philosophie qui me destinaient à une carrière universitaire plutôt brillante. Et puis à un moment, j'ai senti que c'était pas moi. Et avec une certaine inconscience, j'ai tout plaqué. Je me suis lancé dans la musique parce que c'était ce qui me passionnait à l'époque. Et j'ai fait de la musique pendant quelques années. Et puis, au fil du temps, j'ai découvert aussi que cette dimension de créativité, j'avais envie de l'exprimer dans d'autres voies, dans l'écriture, et puis aussi dans une dimension de thérapeute. Et ma formation de philosophe, à ce moment-là, a trouvé son sens. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que beaucoup de gens souffraient parce que justement leur vie n'avait pas de sens. Et
On peut dire ma vie a du sens quand on peut dire ma vie exprime mon être, la vérité de mon être, l'être unique que je suis. Et du coup, en tant que thérapeute, j'aide les gens à, comme Socrate le faisait en son temps, à accoucher de l'être unique qu'ils sont. Bah, encore plus, j'allais dire en ce moment, quoi, je sais pas si tu le vois toi de ton côté, on a vraiment l'impression que la population est de plus en plus en quête de sens. Ah oui. Ouais. Oui, parce on a perdu une manière de vivre le sens. Dans les sociétés traditionnelles, le sens, il était donné d'en haut. Et il y avait des autorités de sens qui étaient chargées de transmettre un sens révélé. Après, on a essayé de substituer, quand l'Église a commencé à s'affaiblir, c'était elle qui donnait le sens. Après, il y a eu des autorités de sens concurrentes. On a dit la vérité, elle est ici, elle est là. La vérité, elle était dans le marxisme pour les communistes, elle était dans la science pour les scientistes, etc., etc. Puis finalement, à force de multiplier les autorités de sens, on se rend compte qu'il n'y a pas d'autorité de sens. Le sens, c'est à chaque individu de le découvrir pour lui. Et là, on est un petit peu perdu. Mais en même temps, c'est un défi merveilleux, parce qu'effectivement, le sens, on peut le découvrir à l'intérieur de soi. Et on est invité à plus le chercher à l'extérieur, mais à le découvrir à l'intérieur de soi. La méditation nous aide beaucoup pour ça. Ah bah, la méditation, elle nous aide à nous tourner vers l'intérieur. Mm. Elle change le sens de la recherche. Et c'est une pratique où on fait rien en méditation, et en même temps, tout change, parce que pendant la méditation, on cesse de tendre vers l'extérieur, de se raidir contre l'extérieur aussi, c'est-à-dire au lieu d'être à la périphérie de soi, on rentre à l'intérieur, on se tourne vers l'intérieur. C'est ce qui fait peur à beaucoup de gens. Oui, parce que c'est le vide, d'abord. On croit que les choses, elles sont à l'extérieur et qu'il n'y a rien à l'intérieur. Et il faut d'abord affronter cette peur du rien. Après, on se rend compte qu'il se passe beaucoup de choses. Énormément, ouais, ouais. Mm. Tu parlais de conditionnement au début, tu prêches à convaincu. Moi, je trouve qu'on est vraiment conditionné dès le départ, dès l'éducation, quelque part, quoi. Et je trouve que c'est compliqué quand même de sortir de ce conditionnement, ne serait-ce que déjà de s'en apercevoir. Et puis au-delà de ça, de sortir de ce conditionnement et de se dire, bon, bah, je vais essayer de faire autrement, quoi. Mm. Est-ce que tu penses qu'il y a des outils pour ça? On parlait là de méditation, moi je trouve que c'est un outil. Tu penses qu'il y en a d'autres? Ah, déjà, il faut prendre conscience, comme tu le dis. La difficulté de prendre conscience, c'est que le conditionnement, c'est ce qu'on appelle moi. Donc on est identifié au conditionnement. Le moi est un conditionnement. Le moi est un système de conditionnement. Le moi, il est tiré d'une question, comme on n'a pas été accueilli inconditionnellement, parce que dans le monde dans lequel on vit, et c'est pas comme ça que ça se passe, aucun enfant n'est accueilli inconditionnellement. Du même coup, le problème, c'est que on reçoit un accueil conditionnel, donc qui nous conditionne. Et très tôt, on a dû se poser la question, mais vraiment très tôt, c'est-à-dire dès la naissance, peut-être même avant, je sais pas, la question que dois-je être pour mériter le minimum d'amour dont j'ai besoin pour vivre? Et que dois-je être? La réponse, c'est le moi. Et quand on dit moi, eh ben, on répond à cette question, c'est-à-dire on s'est constitué pour être aimé d'une certaine manière, pour mériter l'amour. Mais le problème, c'est que du coup, on est coupé de soi-même. Mm. Et, euh, et du même coup, en faisant ça, on cesse de s'aimer soi-même réellement, puisqu'on se coupe de qui on est réellement. Et puis, le moi conditionné, il transmet le conditionnement. C'est-à-dire qu'après, on n'est plus capable d'accueillir les autres inconditionnellement. C'est évident. Donc, il y a une chaîne de transmission un petit peu négative, mais qui est le monde tel qu'il est. Et c'est souvent dans l'épreuve et la souffrance qu'on prend conscience de ça. À partir de là, on va se mettre en quête d'outils. La méditation, bien sûr, c'est un merveilleux outil. C'est pas le seul. La méditation, c'est aussi quelque chose qui doit être intégré au quotidien. Instant après instant, on peut intégrer le fait de plus aller chercher à l'extérieur ce qui nous manque, mais à découvrir qu'on est ce qui nous manque. Et donc que c'est pas quelque chose qu'on va découvrir On sur le mode de parle, l'avoir. là, c'est quoi? C'est de la méditation de pleine conscience, là, d'être en conscience quasiment tout le temps, quoi. Oui, c'est de plus en plus, on peut devenir conscient à Ouais. chaque instant. Conscient et puis connecté justement avec l'être qu'on est réellement. Et du coup, c'est plus le moi qui est à l'origine des choses. C'est qui alors? C'est je. Mais je est un mystère. Et ouais, c'est ça. Ouais. Certains disent que c'est Dieu, d'autres disent que c'est l'univers, d'autres disent que c'est une forme énergétique. Oui. Et Tout dès est qu'on possible, commence quoi. à dire quelque chose, on commence déjà à s'échapper du mystère. Ouais. Or, ce mystère, on l'est. Mm. Et je pense que plutôt que de dire ce que c'est cela, Mhm. il vaut mieux en témoigner, il vaut mieux l'être. L'incarner, quoi.
l'incarner, Ouais. l'incarner pour le transmettre par résonance. Oui, et Gandhi le dit très bien, sois le changement que tu veux voir dans le monde, quoi. C'est Incarne le exactement changement, ça. quoi. Voilà. Ouais. C'est le meilleur exemple qu'on peut donner autour de nous, au final, quoi. Ouais, mais c'est une phrase dont on n'a pas fini de tirer les conséquences, parce qu'actuellement, on continue de vouloir changer le monde sans se changer soi-même. Ah oui, ok. Donc, c'est pour ça que les changements actuels qu'on apporte globalement au monde ne semblent pas très féconds. Mm. Il est urgent que ça change, ça. Il Ouais, est urgent d'entendre ça. Effectivement, il s'agit d'abord de se tourner vers l'intérieur, non pas pour renoncer à agir dans le monde, mais pour trouver à l'intérieur de soi une source d'action, d'action juste, d'action féconde, d'action inspirée, on peut le dire, Mm. qui produisent des bons fruits. Tant qu'on ne fait pas ça, on reste en un lieu de nous-mêmes où l'action ne peut pas être juste. Alors moi je me mets toujours à la place de la population, ils vont dire ok mais je fais quoi? C'est quoi une action? Qu'est-ce que je commence? Par où je commence quoi en gros? Est-ce que tu penses qu'il y a un premier pas à faire? La première chose, c'est de se demander depuis où j'agis, qui agit en moi. Et pour ça, on peut faire un petit bilan, regarder d'un côté les actions qu'on a posées dans sa vie qui n'ont pas été fécondes, et ça peut être fait dans une seule journée, hein, et puis les actions qui sont fécondes. Et en fait, on va s'apercevoir qu'on n'agit pas du même lieu intérieur. Et ça, c'est très important, parce qu'il y a un lieu depuis lequel on n'a rien à attendre de bon, et si on est situé en ce lieu, on peut agir, ça ne sera pas juste, ni fécond. Et puis, il y a un lieu où tout est juste et tout est fécond. Quand c'est facile, c'est une bonne indication. De temps en temps, les choses sont faciles, les choses sont fluides. Et là, c'est qu'on est dans le lieu juste. Puis de temps en temps, on se bat contre des obstacles et on croit qu'il faut se battre encore plus fort pour renverser les obstacles. Et là, en réalité, on est juste dans un lieu de nous-mêmes où les choses ne sont pas possibles, tout simplement. Ouais, ouais, ça paraît tellement évident quand on t'écoute que je me dis, enfin pour moi ça l'est, mais je n'ai pas le sentiment que ce soit le cas pour tout le monde. Est-ce que tu as un exemple concret? Quelque chose de vraiment très concret. La méditation, par exemple, c'est quelque chose de très concret. Comment la personne, demain, elle se lève le matin, elle me dit, moi, je veux changer, je veux passer à l'action, je fais quoi? Bah, déjà, identifier, discerner. La première chose, c'est discerner. Discerner les deux lieux dont je parle. Mm. Et pour discerner, il faut quelques outils. Moi, mes repères, c'est qu'il y a un lieu où je suis dans la négativité et un lieu où je suis dans la positivité. Et ça m'aide. D'accord. Le lieu de la négativité, c'est je refuse quelque chose. Ce qu'on refuse, c'est ce qui est désagréable. Donc en général, c'est tout ce qui est de l'ordre de la souffrance, qu'elle soit très légère ou plus profonde et plus aiguë. On refuse de souffrir. Et pour se soulager, alors on pose des actes. Ces actes-là ne sont jamais féconds, en réalité. Et quand on prend conscience de ça, c'est très libérateur. D'accord. En revanche, un acte qui est fondé dans un oui, eh bien, c'est un acte fécond. Et ça peut être le même acte vu de l'extérieur, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que, c'est un exemple que je donne parfois, si je veux résister pendant la Seconde Guerre mondiale, je peux résister parce que j'ai vu un défilé d'Allemands dans ma ville et que j'ai ressenti une grande souffrance et que je veux soulager cette souffrance. Je suis très en colère. Et j'agis depuis cette colère qui est un refus de la souffrance que j'ai éprouvée à voir ce défilé. Eh ben, le fondement de mon acte, il est négatif. La fécondité ne sera pas la même que si j'accepte cette souffrance et que dans l'acceptation de cette souffrance, je touche ma vérité. Et ma vérité, c'est un désir. Et le désir, c'est libérer mon pays. Et là, je suis dans un oui. Vu de l'extérieur, je vais faire la même chose. Mais en réalité, la fécondité ne peut pas être la même. D'accord. Il y a un acte qui est négatif et un acte qui est positif. Soit je suis dans le non, soit je suis dans le oui. C'est une forme d'équilibre. Ben, pour moi, ce n'est pas un équilibre parce que quand je suis dans le non, ça ne peut pas être fécond. Donc je désire m'abstenir. La méditation, ça sert à quoi? C'est l'entraînement à l'abstention. C'est ce que disaient les philosophes stoïciens d'ailleurs. Supporte et abstiens-toi. Quand il y a une souffrance, il faut s'abstenir d'agir pour soulager cette souffrance. Ensuite, dans cette acceptation de mes sensations, je vais découvrir qui je suis, je vais trouver mon vrai désir. Et ce désir, il va me mettre en acte. Et là, l'acte sera fécond. Oui, d'accord. Pour moi, on en a parlé un petit peu en amont, pour moi, ça revient à se dire que tout part de l'éducation. Qu'au final, je ne sais pas si tu voyages beaucoup, moi c'est le cas ces 20 dernières années, et systématiquement, quand je reviens en France, je me dis, mais tout part de l'éducation. Si on veut vraiment changer les choses, il faut qu'on propose un modèle différent que l'éducation nationale, qui est totalement has-been. Et du coup, on est en train de créer une école pour les enfants, qui s'appelle l'école de la vie, qui est une école alternative. Je sais que tu as écrit un livre qui est fantastique. Nos enfants sont merveilleux, alors j'ai envie d'avoir... Nos enfants sont des merveilles. Sont des merveilles, ouais. Donc du coup, j'ai envie d'avoir ton point de vue par rapport à l'éducation.
C'est quoi ton point de vue par rapport à tout ça? Est-ce que tu es d'accord avec moi qu'il faut vraiment tout changer, quoi? Ben, tout est là. Tout réside dans l'éducation parce que l'espoir qu'on améliore vraiment les choses dans un monde où les dangers sont quand même très réels, hein, le danger écologique, le danger de la surpopulation, les dangers liés à l'horreur économique aussi. Il y a des vrais dangers, mais aussi des vraies opportunités. Euh, L'espoir, pour moi, il est dans le renouvellement des générations. Mais le renouvellement des générations, ça suppose que les générations se renouvellent vraiment, c'est-à-dire qu'il y ait du nouveau dans une nouvelle génération, et pas la reproduction du même. Et ce qui détermine ça, c'est l'éducation. C'est la relation d'une génération à l'autre par l'éducation. Donc c'est un point vraiment essentiel, ça. Et quand j'écris "Nos enfants sont des merveilles", c'est que j'appelle une éducation qui s'appuie sur justement la merveille qu'est chaque être en tant qu'il est unique. Une éducation qui soit fondée sur la conscience et le travail d'une pleine conscience de l'être unique qu'est l'autre, dans son évolution, parce que l'être unique évolue tout le temps. Donc une éducation fondée sur la conscience et sur l'émerveillement. L'émerveillement, c'est le signe qu'on voit l'autre. Quand on voit vraiment un être dans sa dimension unique, on peut que s'émerveiller. Tu m'étonnes. Un enfant à qui on offre ça, mais il se développe dans la plénitude de son être. Et il n'a plus besoin, il va fabriquer un moi, mais il n'a plus besoin de fabriquer un moi qui soit en négation et en rupture avec qui il est vraiment. Son moi va pouvoir être la personne au sens étymologique, c'est-à-dire persona, c'est le masque de théâtre à Rome, dans la Rome antique. Persona, c'est ce à travers quoi ça sonne, c'est-à-dire que son être va résonner à travers son moi. Et là, tu as tout gagné, quoi. Ben voilà. C'est évident, ouais. Alors certains disent que ça pourrait être compliqué, du coup, après pour eux, d'intégrer la société actuelle, quoi. Moi, je pense qu'au contraire, c'est leur donner les meilleurs outils, justement, pour être en conscience avec la société, quoi. Bien Qu'est-ce que sûr. tu en penses, oui? Bah, c'est-à-dire, il ne s'agit pas tant d'intégrer la société que d'y participer afin de la changer. Et donc, si ces êtres-là se sont développés dans la conscience et l'ouverture à l'être unique qu'ils sont, eh bien, ils ont tout ce qu'il faut pour intégrer la société en la changeant. Le gros problème de l'être humain, il est double, c'est de concilier intégrité, intégrité de soi, c'est-à-dire être soi vraiment, c'est ce dont on parle, et intégration, c'est-à-dire être dans le monde. Quelqu'un qui jouerait l'intégrité contre l'intégration, ça serait une espèce d'idéaliste en rupture avec le monde, mais il ne changerait pas le monde. Quelqu'un qui joue, comme on le voit souvent, l'intégration contre l'intégrité, il se perd lui-même pour s'intégrer dans le monde. Il faut tenir les deux ensemble. Ce type d'éducation fondée sur l'émerveillement et sur l'être unique qu'est l'autre, c'est une éducation qui permettra à l'être de tenir les deux ensemble, de s'intégrer dans le monde, mais pour le changer en fonction de qui il est. Évidemment. Donc pour le féconder. Ce qui est génial, oui, pour moi, ça revient au même que de dire, c'est découvrir ton excellence pour la mettre à contribution pour le bien commun, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Mais une excellence qui n'est pas quantitative, c'est-à-dire qui est hors de toute comparaison. On n'est pas meilleur qu'un autre. On est pleinement soi et on est le seul à l'être. Et du coup, on n'est pas en compétition. Évidemment. On est au contraire prêt à accueillir l'autre en tant qu'il est lui-même unique et qui peut nous apporter quelque chose d'unique. Tout à fait, ouais. Et pour moi, c'est même aussi se donner l'équivalent d'un GPS dans sa vie pour tendre vers le bonheur, justement, quoi. Oui, Ouais. bien sûr. Ben, pour moi, c'est ça le bonheur, hein, c'est exprimer, vivre l'être unique qu'on est. Mm, mm. Ma vie exprime mon être, c'est la définition du bonheur pour moi. Et donc, tu penses qu'il y en a plusieurs, des définitions? Notre sous-titre, c'est 7 milliards d'individus, 7 milliards de définitions. Est-ce que tu penses que ta définition d'aujourd'hui, elle sera différente dans 10 ans? Non, c'est impossible. Non? Parce que justement, 7 milliards d'individus, 7 milliards de définitions du bonheur, ça repose sur l'idée que le bonheur, c'est vivre selon l'être qu'on est, l'être unique qu'on est. 7 milliards d'individus, c'est 7 milliards d'êtres uniques. Donc, c'est 7 milliards de manières d'être heureux en exprimant l'être unique qu'on est. Donc, c'est une définition universelle qui intègre la diversité. D'accord, ouais. On parlait tout à l'heure de ce sentiment justement que la population est en quête de sens, envie de donner un sens à sa vie, un sens à son activité professionnelle, un sens dans tout. Là, on parle d'éducation et on trouve que c'est fondamental. Moi, je pense que ça serait même fondamental qu'il y ait aussi une école pour les parents, parce que c'est bien qu'il y ait une école pour les enfants, mais si on a des parents qui ont aussi énormément de choses à apprendre et donc un des conditionnements, il faut qu'il y ait aussi une école, non, pour les parents. Oui, une école, mais la seule véritable école, c'est l'enfant lui-même. Si l'éducation doit être fondée sur l'être unique qu'est l'enfant, alors une école de parents serait une école qui apprendrait le parent à se mettre à l'école de son enfant.
On peut le faire sans une structure, mais une structure qui délivrerait ce message aux parents serait effectivement la bienvenue. Tu penses? Ouais. Moi, à mon petit niveau, c'est ce que j'ai essayé de faire avec Nos enfants sont des merveilles. C'est envoyer un seul message. Il y a plein d'experts en éducation qui vont vous donner des tas de règles générales. Mettez-les à la poubelle très vite. Et vous regardez le seul expert en matière d'éducation, en matière de son éducation, c'est votre enfant. Celui-là, et puis un autre qui vous dira de l'éduquer différemment. Si vous avez deux enfants, ils ont besoin de deux parents différents. C'est évident. Ils ont besoin d'une éducation ajustée à l'être unique que chacun est. Donc se mettre à l'école de son enfant, c'est très important. Ça pourrait être l'intitulé d'une école de parents. Complètement, ouais. Est-ce que ça pourrait pas être aussi, parce que beaucoup du coup sont en raccord avec ça, c'est-à-dire que bon, bah, l'éducation nationale, là vraiment c'est un peu compliqué, quoi. Et du coup ils éduquent leurs enfants à la maison. Il y a du pour, il y a du contre. Moi je sais pas trop sur quel pied danser. Qu'est-ce que tu penses toi de l'éducation à la maison? Là, le grand avantage de l'école, c'est que c'est le monde et que c'est aussi un lieu où l'enfant n'est pas sous l'emprise des parents, positive ou négative, peu importe. C'est-à-dire que le but de l'éducation, c'est que l'enfant quitte les parents. Et déjà à l'école, l'enfant se prépare à quitter les parents. Il se prépare à vivre dans un univers qui n'est pas celui des parents. Aujourd'hui, le problème, c'est que sur le constat que l'éducation nationale fait des dégâts, qu'il y a de la violence à l'école, etc., puis une éducation qui est pas tournée vers l'être unique, eh bien, on risque de se mettre en rupture. Et à vouloir donner une éducation parfaite, on envoie le message à l'enfant que le bien, il ne va pas le trouver dans le monde tel qu'il est. Et là, ça peut nuire à la dimension d'intégration. Et on voit aussi souvent des parents, malheureusement, qui veulent avoir trop d'emprise sur l'école, qui voudraient expliquer aux profs comment ils doivent travailler, etc., etc. Les parents doivent aussi accepter que l'enfant, il va dans un monde où ils n'ont pas le pouvoir. Et ça, c'est très important parce que l'art d'éduquer un enfant, c'est aussi l'art de limiter son pouvoir à mesure que l'enfant grandit, jusqu'au moment où on n'a plus aucun pouvoir. Mm. Et ça, c'est quelque chose qui est parfois difficile pour certains parents parce qu'ils voudraient trop faire et des fois se retirer et se limiter, c'est aussi éduquer de façon juste son enfant. Ah oui, c'est ça, c'est qu'on peut pas leur reprocher. Ils ont envie de faire du mieux qu'ils peuvent pour leurs enfants, mais on n'est pas préparé à être parent, quoi. Et d'ailleurs, pour moi, je te le disais, la question se pose, quoi. Pourquoi on fait des enfants? Enfin, avant de faire des enfants, il faut se poser cette question, quoi. Pourquoi je fais un enfant, quoi? Ça me paraît tellement fondamental et encore plus dans cette société d'aujourd'hui, quoi. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de tout ça, quoi? Je pense qu'aujourd'hui, il y a encore une grosse pression. Euh, Avoir des enfants, c'est avoir quelque chose. Ne pas avoir d'enfants, c'est manquer de quelque chose. C'est manquer une expérience de vie. Ça vient d'une société qui ne supporte pas le manque et qui nous entraîne à considérer que le manque est insupportable. Il faudrait tout avoir. Mais en réalité, premièrement, c'est impossible, donc c'est forcément frustrant. Et deuxièmement, c'est entretenir cette idée que le bonheur, c'est tendre vers l'extérieur. Et ça, par rapport aux enfants, c'est terrible. Parce que de toute manière, si on veut éduquer en conscience ses enfants, il faut prendre conscience qu'à partir du moment où on décide d'en avoir, on va manquer d'énormément de choses. Évidemment. Parce qu'il va falloir se consacrer à eux. Il va falloir sacrifier des choses pour ses enfants. La notion de sacrifice, aujourd'hui, elle a très mauvaise presse et pourtant c'est un très beau mot. Si on considère que l'enfant est sacré, eh bien, il y a des choses auxquelles on va devoir renoncer. Il y a beaucoup de liberté, beaucoup. Tu parlais de voyage tout à l'heure. Bah, quand on a des enfants, on peut moins voyager que si on n'en a pas, par exemple. Il y a des tas de choses comme ça. C'est-à-dire que si on a des enfants, eh bien, il y a des tas de choses qui vont manquer. Si on n'a pas d'enfants, il y a aussi des tas de choses qui vont manquer. Dans tous les cas, il va manquer quelque chose. Donc il faudrait qu'on soit dans une société qui permette aux gens de pouvoir décider en conscience d'avoir des enfants et de ne pas en avoir et de considérer ça comme absolument équivalent. On est 7 milliards sur cette planète, de toute façon, on n'a pas besoin d'en rajouter. Ah oui, c'est clair, hein. C'est déjà beaucoup, quoi. Et puis il paraît qu'on commence à avoir certaines difficultés justement à être déjà un peu trop nombreux, quoi. Donc Ben oui, bien sûr. on peut se laisser présager que bah, justement la question se pose, quoi. Pourquoi est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire des enfants? Et si je fais des enfants, est-ce que je le fais vraiment par amour inconditionnel? Clairement, Ben oui, quoi. bien Ouais. sûr. Et donc, pour être sûr de ça, il faut avoir exploré la piste, ne pas avoir d'enfants et être prêt à le vivre. Tout Parce à que fait. sinon, les enfants, on les fait pour soi. Et si on les fait pour soi, après, on ne peut pas les éduquer pour eux. Ouais, donc il y a une part d'égoïsme derrière, quoi. Oui, alors bien sûr, si on attend d'être libéré de l'égoïsme pour avoir des enfants, on n'en aura jamais non plus, hein. C'est évident. C'est-à-dire que c'est l'enfant qui va
nous envoyer tous les messages dont on a besoin pour nous guérir de cet égoïsme et pour nous ouvrir à l'être qu'il est. Donc c'est aussi dans l'interaction que ça se produit. Il ne faut pas être idéaliste. Mais Tout à fait. néanmoins, si dès le départ on n'a pas la conscience qu'il va falloir abandonner beaucoup de son ego dans ce travail-là, on ne pourra pas le mener à bien. C'est vrai, ouais. Certains disent aussi autour du bonheur que, on parlait d'outils, méditation par exemple, certains disent que être dans la gratitude, ça contribue aussi à tendre vers le bonheur. Ah oui, Ouais, ça c'est très vrai. Si, la gratitude, c'est un mot qui étymologiquement est lié au mot de grâce. Et la grâce, c'est la relation qu'on entretient avec le mystère. C'est-à-dire que de temps en temps, on est dans un état de grâce, et cet état de grâce, c'est juste le fait qu'on est relié au plus intime, au plus intérieur de soi, peu importe le nom qu'on lui donne, ce mystère à l'intérieur de soi. Et la gratitude, c'est très exactement pour moi l'attitude qui nous ouvre à la grâce. Alors on a tendance à penser le contraire, que j'attends la grâce et après je serai dans la gratitude. En fait, ça se passe dans l'autre sens. C'est-à-dire que si je suis dans la gratitude, je vais pouvoir connaître l'état de grâce. Donc pour connaître le bonheur, être d'abord dans la gratitude, c'est essentiel. Il y a des gens qui ne seront jamais heureux parce qu'ils sont toujours dans l'amertume, parce qu'il leur manque quelque chose. Oui, il me manque toujours quelque chose et le manque fait partie de la condition humaine. Si j'attends de ne manquer de rien pour être heureux, je vais attendre jusqu'à ma mort. En revanche, ici maintenant, il me manque quelque chose, mais il y a aussi des tas de choses qui me sont données. Et si je suis dans la gratitude par rapport à ça, je peux être dans l'état de grâce et vivre un rapport de grâce avec ce qui m'entoure. la gratitude, pour mettre des mots un peu plus précis dessus, c'est quoi? C'est remercier tous les matins d'être en vie? C'est Et déjà, ouais, oui, c'est remercier, c'est prendre conscience de l'abondance dans laquelle on vit. C'est-à-dire que je respire, c'est déjà de l'abondance. La vie me traverse, c'est déjà de l'abondance. alors comment, c'est toujours pareil, hein, comment on fait alors moi par exemple, je vais te donner mon exemple. J'étais à Paris pendant 34 ans et je crois avoir beaucoup de chance, c'est-à-dire vers l'âge de 12 ans, j'ai pris du recul justement sur la société, sur le conditionnement. Et donc du coup, très rapidement, j'essaie de trouver des outils pour sortir un peu la tête de l'eau, quoi. Et donc je pense à la majorité de la population qui se dit ouais, bah ok, moi je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais moi, voilà, je fais un boulot qui me plaît pas forcément. Je rentre chez moi, il faut que je m'occupe de mes enfants, il faut que j'aille chercher à la crèche. Quand je rentre chez moi, il faut que je fasse à manger, je m'occupe de mes enfants, il faut les coucher, etc. J'ai pas de temps pour moi. Parce que, au final, ça revient à se dire qu'il faut prendre du temps quand même pour soi, quoi. Comment on fait quand on est pris dans l'activité du quotidien, comme on dit, métro, boulot, dodo, quoi? Et ça, c'est une impasse. Tu décris une impasse. Mais l'impasse, c'est le mental, c'est la tête, c'est le conditionnement qui la fabrique. Il y a une autre manière de regarder les choses. Si on ne change pas sa manière de regarder les choses, on va forcément rester dans l'impasse. Dans toutes les activités que tu décris, je peux les faire depuis mon ego qui subit les choses, il faut que, ou je peux les faire depuis l'être que je suis vraiment, en y mettant vraiment qui je suis. Les faire vraiment à ma manière et les faire avec mon désir. Il faut que je couche mes enfants, mais c'est merveilleux de coucher ses enfants. C'est toujours renouvelé, c'est jamais la même chose. Donc, ce qui veut dire, c'est oui, c'est être en conscience de tout ce que tu fais au quotidien. Oui, c'est-à-dire que tu donnais l'exemple d'un travail mon travail me plaît pas. Bon, ça arrive à beaucoup de gens. C'est-à-dire, je fais un travail, je vis dans un environnement qui correspond pas à qui je suis. Donc je rêve, si j'étais dans un autre environnement, les choses iraient mieux. En réalité, ce qu'il faudrait, c'est arriver à commencer par mettre le plus de soi possible dans cet environnement. Être le plus vrai possible, être le plus authentique possible. Au risque parfois de déplaire. On a l'impression que c'est risqué, ça fait peur en réalité d'être soi. Eh bien, oser être pleinement soi dans cet environnement-là. Et on va voir que déjà l'environnement, il va se transformer pour autant qu'il le peut. Et là où il ne pourra pas se transformer, alors la vie va m'emmener ailleurs. Plus j'aurai développé qui je suis, vraiment vécu qui je suis dans un environnement, plus je vais faire grandir en moi les forces qui vont faire que la vie va m'emmener dans un environnement qui sera plus propice encore à l'expression et au développement de qui je suis. Mais ce qu'il faudrait, c'est arriver à inverser les priorités. Souvent, on est enfermé dans des impasses parce qu'on pense que l'extérieur doit d'abord changer, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, avant que l'intérieur change. C'est le contraire. Je suis dans un boulot qui me déplaît parce que je suis conditionné et je ne peux pas être moi-même. Eh bien, je vais essayer, même par petites touches, d'être de plus en plus moi-même, de vivre ma vérité, d'être en vérité moi dans ce travail. Eh bien, je vais voir que déjà,
je vais avoir des surprises dans mon environnement. Le comportement des gens va me surprendre, parfois. Et puis, il y a un moment où si cet environnement est trop en décalage avec l'être que je suis et que je commence à vivre, alors la vie va m'emmener ailleurs, dans un environnement plus favorable. Donc tu voudrais dire que en changeant ton monde intérieur, tu changes ton monde extérieur. Oui, en exprimant dans le monde extérieur qui je suis vraiment, eh bien, c'est là que j'ai le plus de chances de voir les conditions extérieures se transformer. La notion de priorité est essentielle. La priorité doit être donnée à l'intérieur. En général, on donne la priorité à l'extérieur et c'est là qu'on s'enferme dans des impasses. Oui, parce qu'on est conditionné aussi pour ça, quoi. Ah bah là, oui. Ouais. Toute l'éducation, le monde actuel nous envoie que des messages qui vont dans cette direction. C'est, j'imagine certains se dire, ah ouais, d'accord, donc il faut que je me trouve une cabane isolée dans une forêt pour revenir à l'essentiel, quoi, quelque part, quoi. Oui, mais la difficulté est de tenir ensemble intégrité et intégration. La cabane en forêt, c'est jouer l'intégrité en renonçant à l'intégration. La suradaptation, pour gagner de l'argent, eh bien, je renonce à être moi-même, c'est jouer l'intégration contre l'intégrité. Il s'agit de tenir les deux ensemble. Je suis dans un travail qui ne me plaît pas, je l'ai choisi par des conditionnements, maintenant je me sens enfermé dedans, eh bien, je vais mettre le plus d'intégrité possible, le plus de ma vérité possible dans ce travail au quotidien. Et je vais voir ce qui se passe. Ça revient aussi à cultiver ce qu'on appelle la psychologie positive, l'optimisme. L'optimisme réaliste. Plutôt la positivité, oui, que l'optimisme. L'optimisme, ça serait voir que ce qu'il y a de bien et ne pas voir ce qu'il y a de mal. Le pessimisme, ça serait le contraire. Donc plutôt réaliste, quoi. Réaliste positif, c'est-à-dire voir en toute chose une opportunité. Même dans l'impossible. Quelque chose me semble impossible, cette impossibilité même est une opportunité. Oui, quelles sont les autres voies qui se font? Je vois. Ouais. Oui, derrière, beaucoup disent que les périodes de crise sont des opportunités justement d'ouverture extraordinaire, quoi. Bien sûr, bien sûr. Les périodes de crise, étymologiquement, ça veut dire la croisée des chemins. C'est-à-dire que c'est un moment d'ouverture, c'est un moment où tout est possible. C'est aussi un moment où j'ai très peur parce que je sens que ça peut m'emmener vers le bas, mais ça peut aussi m'emmener vers le haut. En fait, la crise, c'est le moment où je ne peux pas rester au même niveau. Et en fonction de la façon dont je vais vivre la crise, eh bien, soit je vais descendre, soit je vais m'élever. Et ça, c'est des moments de grande opportunité, ça, parce qu'on peut changer de niveau de conscience dans une crise. C'est ça, ouais. En fait, c'est encore une question de regard. C'est comment tu portes ton regard sur la chose, finalement. Oui. Ouais. Mais tout est là. Hein. C'est-à-dire que, pour moi, l'être humain est créateur. Nous créons ce monde. Et nous le créons avec la manière d'abord dont nous le regardons. Avant même d'agir, il y a un regard. Et notre action va dépendre du regard que nous portons sur le monde. Donc, changer d'abord son regard, c'est essentiel pour changer le monde. C'est vrai, ouais. Je constate à l'heure d'aujourd'hui que ça arrive vers 50 ans. J'ai l'impression que vers 50 ans, une partie de la population se dit waouh, bon, bah, je me suis occupé de mes enfants, j'ai une activité donc professionnelle qui me plaît pas forcément, je me suis pas trop occupé de moi, maintenant je vais commencer à m'occuper de moi. Donc, du coup, regard différent, quoi. Tu vois ça, toi aussi, c'est vers 50 ans, à peu près, que ça arrive? Oui, entre 40 et 50 ans, ouais. C'est variable. Il y a un premier moment qui peut être de crise, ou qui est en tout cas certainement d'opportunité et de remise en question. C'est à l'approche de la quarantaine, parce que là, on se dit, c'est fini d'être jeune. Être jeune, c'est quand tu sens que tu as beaucoup plus d'avenir que de passé, et du coup, tout est encore possible. À partir de 40 ans, tu sens que tu peux plus vivre comme si tout était possible. Donc, tu peux plus remettre à l'avenir. C'est maintenant ou jamais. Et là, il faut déjà faire le deuil de cette sensation de la jeunesse que tout est encore possible plus tard. Et donc la première remise en question commence là, et puis de 40 à 50 ans, effectivement, il y a ce sentiment-là qu'on a cessé d'être jeune, se transforme peu à peu, et on entre dans une urgence qui s'accroît. C'est-à-dire qu'à 50 ans, tu peux voir aussi te profiler une espèce de descente vers la fin de ta vie. Lente descente, avec l'espérance de vie qui est la nôtre aujourd'hui, on peut se dire oui, j'ai encore pas mal de temps. Mais cette urgence, ça te renvoie à toi-même. C'est-à-dire, ma vie exprime-t-elle mon être? Bah, si je veux que ma vie exprime mon être, l'être unique que je suis, il est temps là maintenant. Il est vraiment temps. Et cette urgence-là, elle peut être vécue avec une immense positivité, beaucoup de joie. Beaucoup de joie parce que ça rend vivant et ça donne beaucoup d'intensité à la vie.
mais elle peut être angoissante aussi. C'est pour ça qu'on a parfois besoin d'accompagnement. Ouais, il faut être entouré, quoi. Tu proposes des stages, non, d'ailleurs, non, autour de ça? Oui, 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 bah, en individuel, en groupe, c'est vrai que j'accompagne des gens vers un unique objectif, c'est de pouvoir dire pleinement ma vie exprime mon être. D'accord. Ouais. Tu as écrit un peu plus de 5 livres, c'est ça? J'ai écrit 4 romans et 2 essais. 2 essais, ouais. Et ce sont tous des thématiques très différentes, Oui, avec des réflexions systématiquement profondes, et pour en arriver à une conclusion que le bonheur, c'est être. C'est ça? oui. D'accord. Ah, si je pouvais arriver ici maintenant à me contenter purement d'être, tout le reste suivrait. Est-ce qu'on n'est pas proche de la liberté? On est en plein dans la liberté. Si je me contente d'être, il n'y a plus rien qui s'oppose à ce que je sois pleinement conscient des mouvements qui sont à l'intérieur de moi, pleinement conscient du réel à l'extérieur de moi. Et à ce moment-là, les deux s'ajustent. Et ça peut s'ajuster dans une action. Je peux être mis en acte immédiatement, dans un acte spontané, juste, inspiré et totalement libre, puisque absolument non conditionné. Et ça s'enracine dans oser simplement être. Ouais, ça paraît tellement simple. C'est simple, mais le problème, c'est que notre mental n'est pas prêt à accepter cette simplicité. Hmm. Parce que parce que c'est très angoissant, ça suppose de lâcher tout ce qu'on a construit jusqu'à maintenant. Donc notre mental, il est là pour nous consolider dans le passé, dans Hmm. la répétition. D'accord. Si tu avais une recommandation à donner, ce serait quoi? Pour les gens qui sont en pleine réflexion. Soyez vous? Soyez-vous, oui, mais c'est une recommandation. Souvenez-vous que vous êtes unique. Souvenez-vous que vous êtes unique. Que vous êtes seul à vivre votre vie, mais que du même coup, votre expérience de la vie est absolument unique. Et que par conséquent, et c'est ça l'important, elle est un cadeau pour les autres. Parce que votre expérience de la vie, il n'y a que vous qui la vivez. En témoigner, c'est forcément un cadeau pour les gens qui eux-mêmes sont reliés à l'être unique qui sont. Et du coup, euh, voilà, oser offrir ce cadeau au monde. Il faudrait avoir plus de conférenciers alors. Ah oui, parce que ça serait l'occasion justement de. Bah, moi, je suis complètement d'accord avec toi. Je trouve que chaque personne est unique. Si tu prends le temps d'arrêter quelqu'un dans la rue et de discuter avec lui, tu vas voir que son histoire est incroyable. Mm. Et je suis d'accord avec ça. Faut en parler, quoi. Parce qu'il y a des gens pour qui ça va résonner. En tout cas, ça va peut-être poser une graine, quoi. Bien sûr, bien sûr. Tout le monde est unique, donc tout le monde est cadeau. Alors, sous forme de conférence ou sous d'autres formes, Mm. il faudrait peut-être plus de conférenciers qui parleraient, qui exprimeraient juste qui ils sont, oui. Mais chacun de nous peut aussi encourager les gens autour de nous, comme tu le fais avec ce film, comme tu le fais en voyageant, à juste témoigner de soi. Il suffit d'une oreille ouverte, d'un cœur ouvert, d'un désir. Qui es-tu? Voilà, c'est tout. Si on pouvait aborder les gens avec cette simple question, qui es-tu? Ça, ils se sentiraient immédiatement encouragés à se manifester dans leur être et ça peut faire basculer quelque chose à l'intérieur. Prendre conscience que on est cadeau pour l'autre, juste parce qu'on est un être unique. Là, on est vraiment dans l'ouverture totale, quoi. Oui, mais c'est quelque chose qu'on porte en nous très simplement. Malheureusement, on s'est construit en recouvrant tout ça, mais c'est ce qu'on est au fond. Ouais, d'où l'éducation. On revient systématiquement à l'éducation, quoi. Si on fait en sorte que bah, dès le départ, justement, euh, alors je sais pas, est-ce qu'on doit nous l'apprendre ou est-ce qu'on doit juste accompagner l'enfant du coup, quoi? Parce que je crois que c'est quasiment inné chez l'enfant, quoi. Ah, c'est totalement inné. Et Ouais. l'enfant envoie systématiquement les messages, son être envoie systématiquement à l'adulte les messages de ce qui lui est nécessaire pour pouvoir développer l'être unique qu'il est. Le problème, c'est que les adultes ne sont pas exactement formés à entendre ces messages. Mm. Déjà, on leur a pas dit que l'enfant leur envoyait tout le temps des messages pour leur apprendre à les éduquer. Et à partir du moment où on prend conscience de ça, c'est un choc. Parce qu'on se rend compte que l'enfant, il y a une partie de lui qui a une véritable sagesse, en fait, hein, et qui peut nous enseigner la meilleure manière, à chaque instant, dans son évolution, de l'éduquer en tant qu'être unique. C'est les petits Bouddhas. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose d'accompli en nous tous. Il y a un lieu en nous où tout est accompli. Il y a un autre lieu où c'est pas du tout le cas. Et l'enfant, il est beaucoup plus proche de nous, de cette dimension accomplie. C'est pour ça que dans toutes les traditions, d'ailleurs, on dit qu'il faut redevenir comme un enfant. On le dit dans le taoïsme, Jésus l'a dit, si vous ne redevenez pas comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le règne de Dieu. Je l'ai lu aussi dans d'autres traditions. Il faut redevenir comme des enfants, c'est-à-dire il faut se rapprocher de cette dimension de spontanéité vivante où on est dans la justesse, tout simplement. Cultiver son enfant intérieur, quoi. L'être.
Se souvenir qu'on est ça, que c'est notre vérité. C'est notre vérité. L'enfant, il sait ce que c'est que le désir. L'enfant, il passe son temps à vivre l'être unique qu'il est. Le problème, c'est que sous couvert de l'éduquer, souvent on l'en empêche, et systématiquement. Est-ce qu'on peut considérer qu'il est déjà dans le bonheur, qu'il baigne déjà dans le bonheur, l'enfant? L'enfant, il a deux états très très distincts, et de ces deux états naissent les deux états dans lesquels on se trouve adulte. Quand il souffre, qu'il lui manque quelque chose, qu'il a faim, le tout petit bébé, là, il est dans la dimension pulsionnelle, c'est-à-dire il faut absolument, il tend vers un soulagement, il lui faut un soulagement. Et c'est vital pour lui. Pour lui, c'est une question de vie ou de mort. S'il a faim et que, comme il ne peut pas se procurer lui-même sa nourriture, il est totalement dépendant du bon vouloir d'un autre. Et donc, s'il ne se fait pas comprendre avec la dernière énergie, c'est sa vie qui est en jeu. Donc, il est entièrement tendu vers l'extérieur. Mais dès qu'il est rassasié, alors il passe dans un état complètement autre. Il est dans la jubilation d'être. C'est ce qu'on perd au fur et à mesure. Ben oui, c'est-à-dire que tout se passe comme si le premier état était devenu notre état naturel. On tend vers l'extérieur tout le temps. On se raidit contre ce qui nous effraie. On est à la périphérie de soi-même. Alors qu'à l'intérieur de nous, il y a cet état de l'enfant rassasié qui demande rien d'autre que la joie d'être. De vivre, d'être heureux, d'être joyeux. Il est. Ouais. Il est joyeux. Il suffit de voir jubiler un bébé de 6 mois quand il est rassasié. C'est vrai. Ouais. C'est beaucoup plus fort que n'importe quel éveillé adulte aux confins de l'Himalaya. Ouais, c'est évident. Et puis on s'émerveille de tout, quoi. Mais oui. Tout est nouveau. Ouais. Tout est merveille. Mais ici maintenant, tout est nouveau. Moi, mon fils, une fois, il m'a donné un enseignement parce que j'avais l'idée qu'il fallait être dans le nouveau. Et puis lui, il voulait retourner sur un lieu de vacances dans lequel on avait été. Alors je lui ai dit, oh, bah, c'est peut-être mieux de vivre des premières fois. Et il m'a répondu, mais ça sera la première fois qu'on ira pour la deuxième fois. Ouais, il a raison. Il a raison. Et en fait, le message qu'il m'envoie là, c'est que même si on y retourne pour la deuxième fois, ça sera encore une première fois si on le vit avec la fraîcheur de l'enfance. Avec un regard, avec un autre regard. Avec un autre regard. C'est-à-dire que tout est toujours nouveau. J'ai l'impression tous les matins et tous les soirs de faire les mêmes trajets. À chaque fois, c'est nouveau. L'enfant, il sait ça. À l'intérieur de moi, la dimension d'enfance pure, elle le sait. Bon, il a gagné, on y est retourné. C'était où? Je me souviens plus. C'était un club de vacances qui lui avait beaucoup plu. D'accord. Est-ce qu'il y a une citation qui te plaît beaucoup, que tu trouves très inspirante? Tout à l'heure, moi, je parlais de Gandhi. Moi, je trouve que cette citation, soit le changement que tu veux voir dans le monde, elle dit tout, quoi. Tu vois, t'as comme ça, toi, des citations J'en ai parfois qui me frappent, je les oublie vite. Récemment, j'en ai lu une, attribuée à Oscar Wilde, mais je n'ai pas été vérifié, qui dit « Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris ». Oui, exact. Ouais. Mais c'est tellement vrai, évidemment. Ouais. Merci beaucoup, Denis. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.